Est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend? Quelqu'un peut-il confirmer? Moi j'entends. Oui, on Oui, oui, vous oui, oui, entend. oui, oui, Allez-y. oui. Donc, je vais vous parler, en fait, d'un modèle de développement que j'ai appelé OASIS, Organisation de l'agriculture dans le Sahara par intégration et substitution. Ce modèle a été développé depuis environ l'année 2000, suite à une série d'investissements que j'ai réalisés dans de la recherche et développement. Donc, vous voyez une photo ici à droite. Ça, c'est une colonne de distillation à l'université de Bonn en Allemagne, où vous voyez la colonne de distillation, vous voyez les jus fermentés de date qui sont transformés en éthanol. Et bien sûr, on arrive à faire de l'éthanol à 96,2%. Une fois qu'on a de l'éthanol, on peut le faire aussi à 99,8% pour des usages de carburant sans aucun problème. Donc en réalité, j'ai pu modéliser de façon extrêmement précise avec des batchs de 500 kg les process et afin de faire le bilan des masses et le bilan des énergies. Alors, je vais essayer de vous parler de 3 modèles de développement possible de la phéniciculture. Je vais expliquer avant. Voilà, pour continuer. Voilà. Avant de vous parler de ces 3 modèles, j'aimerais qu'ensemble on voit les conditions économiques de base favorables à la naissance d'une nouvelle filière agro-industrielle phénicicole. Et le pays qui aurait l'ambition de créer une nouvelle filière agro-industrielle se basant sur son potentiel phénicicole doit réunir en gros les conditions suivantes: un potentiel phénicicole en état de surproduction pour le marché de la consommation de bouche, qu'il ait des surplus de telle façon qu'on puisse passer à la transformation, des palmeraies et des systèmes suffisamment oasiens, suffisamment homogènes pour éviter l'étirement des lignes logistiques essentielles dans la mise en place d'une telle filière. Je voudrais quand même modérer ce point-là par le fait que le taux de sucre sur une base sèche dans la date est de 65%, ce qui veut dire qu'à volume constant sur une benne de camion, on transporte 65% de sucre en réalité, alors que si on compare avec la betterave sucrière ou la canne à sucre, on ne transporterait dans le segment transport que 18% de sucre pour la betterave sucrière et 15% pour la canne à sucre. Vous voyez donc qu'à volume constant, nous sommes beaucoup plus efficaces sur le transport, sur le segment logistique transport que n'importe quelle autre plante avec laquelle on fait du sucre, de l'éthanol ou d'autres choses. Un potentiel technologique et technique de haut niveau afin d'accompagner les premiers pas de la filière. Et là, nous connaissons, nous, une faiblesse, quoique nous avons ce potentiel technique, s'il vous plaît, M. Bensemendi. Pardon, hein, oui, justement, je suis en train de... Nous avons ce potentiel, en réalité, au niveau du secteur des hydrocarbures, au niveau de la Sonatrach. Nous avons des techniciens qui connaissent parfaitement les tours de distillation et les procédés de raffinage, tout le moins. Donc le potentiel existe, il faut juste le réorienter vers la chimie verte. Des instituts de recherche qui devront mobiliser autour de la filière phénicicole après en avoir compris les aspects stratégiques. Et là, ce sont des problèmes décisionnels politiques au plus haut niveau. Des politiques de développement durable, rurales, afin de fixer les populations oasiennes dans les perspectives de mise en place de filières puissantes, tirant d'abord sa force du dynamisme de ces phéniciculteurs. En réalité, il ne peut pas y avoir de développement des systèmes oasiens sans réaménagement des rapports sociaux au sein des oasis qui se sont dégradés sur les 30-40 dernières années avec des pertes de revenus croissants et continues. Et on ne pourra pas relancer la phéniciculture si on n'améliore pas les revenus paysans. Ce sont deux choses qu'il faut faire en parallèle, le réaménagement des oasis et le reboostage des revenus paysans à travers la valorisation des produits transformés. Enfin, bien entendu, il faut un poids démographique au travail suffisant pour s'assurer de débouchés pérennes au niveau national d'abord. L'importance du marché est très importante. Si on a
beaucoup d'oasis et un petit marché, on irait sur l'export, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un potentiel phénicicole important avec un gros marché. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de l'Iran par exemple également, qui permettrait de démarrer sur une base forte localement sans dépendre d'un marché international. Enfin, des disponibilités en terre et en eau suffisamment larges pour accompagner le développement de la phéniciculture. Donc voilà les grands caractéristiques des conditions économiques de base favorables à la naissance d'une nouvelle filière agro-industrielle. Alors en pondérant tout ça sur le monde arabe, on peut tout de suite comprendre que l'Irak, l'Égypte, l'Algérie et l'Iran sont extrêmement bien placés. Le Soudan également, mais il y a des facteurs politiques qui font que le Soudan aura plus de peine à émerger. Le Pakistan, les Émirats arabes unis, ce sera plus difficile. Et l'Arabie saoudite, ce sera très difficile, tout simplement parce que ce sont des économies extrêmement rentières et il n'est pas évident, et surtout ils n'ont pas de paysans, ils n'ont pas de fellah, comme les Émirats arabes unis. Donc, vous voyez, soit on a des gros potentiels phénicicoles sans paysans, eux ils importent des travailleurs du Bangladesh et du Pakistan. Je ne suis pas sûr qu'un modèle basé sur l'importation de la force de travail puisse donner les mêmes résultats qu'une paysannerie attachée à sa terre, alors que l'Irak, l'Égypte, l'Algérie et l'Iran ont tout pour pouvoir émerger en tant que puissance phénicicole moderne. Alors, prochain slide. Voilà, les produits transformés de seconde génération, vous les connaissez tous. D'abord, les dattes, on les transforme en Algérie et dans le monde arabe de façon générale, soit en pâte de dattes pour des utilisations traditionnelles, soit en sirop, dans le meilleur des cas, rhum. Chez nous, au Maghreb, c'est la même chose au Moyen-Orient. C'est deux mots pour un même produit. Mais en réalité, on va de plus en plus vers les dates industrielles parce que nous avons un surplus qui maintenant s'exprime de façon structurelle. Pour le cas de l'Algérie, ce surplus tourne autour de au minimum 200 à 250 000 tonnes de dates annuelles. Le marché de consommation de bouche peut tourner autour de 400 000 à 500 000 tonnes. 200 000 à 250 000 tonnes ne trouvent pas acquéreurs sur le marché national chaque année et ils sont soit exportés vers le sud, vers le Sahel, soit donnés tout simplement en aliments de bétail aux animaux. Et deux branches se dessinent immédiatement. Les dattes industrielles peuvent être transformées en produits raffinés ou en produits fermentés. Les produits raffinés, c'est tous les sucres, bien entendu les sucres liquides. Les Américains ont mis au point à partir du maïs le High Fructose Corn Syrup. On pourrait parfaitement mettre au point le High Fructose Date Syrup, mais plus avant, on pourrait également faire du fructose et du glucose, mais aussi en enlevant les carbones, du sorbitol et du mannitol, qui sont des produits pharmaceutiques. Le marché mondial du sucre est autour de 190 millions de tonnes. Le marché des sucres liquides est autour de 15 millions de tonnes. Nous avons le potentiel de faire 1 million à 1,5 million de tonnes de sucre liquide du High Fructose Date Syrup très facilement, ce qui voudrait dire que nous pourrions, rien qu'avec le sirop liquide, en l'exportant sur le marché international, réaliser la couverture de nos importations de sucre en sucrose et trouver un équilibre et ne plus être dépendant du sucre comme nous le sommes aujourd'hui. Et enfin, il y a les produits fermentés. Tous les produits fermentés, c'est les produits par fermentation, comme le bioéthanol, bien entendu, mais comme l'acide citrique, l'acide gluconique, comme le vinaigre, comme les protéines, comme par exemple les levures aux boulangeries, et à plein d'autres produits fermentés qu'on pourrait parfaitement réaliser à partir des sucres de date. L'ensemble de ces process produisent des produits associés. Bon, je vais prendre par exemple l'éthanol parce qu'on va en parler dans les slides suivants. Eh bien, les productions associées à l'éthanol sont bien entendu le noyau de date et les fibres, mais aussi le carbone, la fermentation
fermentation du bioéthanol produit 20% de carbone en masse des produits transformés, c'est-à-dire si j'ai 1000 tonnes de carbone, j'obtiens 1000 tonnes de dattes transformées, j'obtiens 200 tonnes, pardon, non, 20%, oui, c'est ça, 200 tonnes de monoxyde de CO2, et j'obtiens également 10% de protéines à usage animal comme production associée. Vous voyez que les noyaux et plus de protéines à usage animal que j'ai dans le procédé de bioéthanol peuvent parfaitement me faire un aliment de bétail qui soit parfaitement viable pour les animaux, puisque vous savez que le noyau de date a un pouvoir calorifique à peu près équivalent à l'orge. En plus de ça, les effluents des systèmes pourraient, parce qu'ils sont chargés en potassium, beaucoup, parce que la date est riche en potassium, pourrait faire un formidable engrais. Donc vous voyez qu'on peut, à travers la transformation des dattes, revenir sur l'amont agricole et le nourrir des productions associées des produits transformés. Prochain slide. Le bioéthanol est aujourd'hui produit à partir de dattes. Je l'ai fait. Demain, il peut être fait à partir de biomasse palmerée. Pour vous donner un petit rapport, une petite idée, 4 kilos de dattes me donnent 1 litre de bioéthanol dans les conditions de fermentation qui sont les nôtres, c'est-à-dire que on pourrait parfaitement améliorer l'efficacité de la fermentation que moi j'ai obtenue. J'ai obtenu pour 1 tonne de dattes, j'ai obtenu 280 litres d'éthanol, mais on pourrait faire mieux à partir du moment où on fait un peu d'ingénierie au niveau des ferments. Et là, on pourrait effectivement obtenir une efficacité supérieure que j'estime à peu près à 15%. Donc, on a une marge de manœuvre que n'ont pas la betterave sucrière et la canne à sucre, parce qu'eux, ils ont fait de la recherche depuis très longtemps sur leur sucre, et en conséquence de quoi, ils sont quasiment à un optimum d'efficacité de fermentation, alors que nous, on démarre dans la filière et les sucres de date ne sont pas du tout encore un optimum de fermentation, et pourtant, nous faisons à l'hectare pratiquement mieux que la betterave sucrière et la canne à sucre. Demain, on pourrait le faire parfaitement à partir des biomasses. Pour vous donner une idée sur les biomasses, il me faudrait 10 tonnes de biomasse pour faire à peu près 1 tonne de bioéthanol. Je vous donne ces chiffres à titre indicatif. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'extension des palmeraies aujourd'hui, grâce au bioéthanol issu des dattes, permettrait des dattes en surplus sur le marché de la consommation de bouche, permettrait de disposer de quantités de biomasse importantes. Les palmeraies sont alors à même de fournir des dattes pour d'autres transformations, comme celle des sucres. L'idée, c'est de créer un besoin industriel qui nous permettrait en retour de diriger l'accroissement des gisements en amont et d'initier une demande de plus en plus forte sur des palmeraies en extension. Et comme vous le savez tous, les palmiers sont une culture primaire. Elles n'utilisent donc pas la totalité d'un hectare, et ça nous permettrait, en synergie de coplantation, en réalité, d'augmenter notre surface agricole utile, et entre les palmiers dattiers, bien entendu, planter des choses utiles à la consommation humaine. On reviendra sur toutes ces problématiques plus tard. Alors, la validité de la filière éthanol se basant sur le taux de sucre à la tonne, le palmier dattier comparé à la betterave sucrière et à la canne à sucre, vous voyez que 1 tonne de 1 kg de date à 65% de sucre sur une base sèche, 18% pour la betterave sucrière sur une base sèche et 13% pour la canne à sucre. Donc vous voyez que en ce qui concerne le taux de sucre, le palmier dattier, il est largement supérieur à ses concurrents directs à l'échelon mondial. Ensuite, il nous faut comparer les rendements à l'hectare des différentes cultures. Si on prend ainsi un chiffre conservateur pour les dattes, conservateur, je dis bien, nous sommes à 22,5 tonnes de dattes par hectare, bien sûr en utilisant des bonnes pratiques culturales, de même que j'ai comparé avec les meilleures pratiques culturales pour la betterave sucrière qui est de 60 tonnes à l'hectare, et pour la canne à sucre qui est au maximum de 90 tonnes à l'hectare. Donc là, ici, nous sommes à un rendement à l'hectare du palmier des dattes moindre que ses concurrents, tout simplement parce que nous sommes une culture primaire qui utilise uniquement 20% de la surface agricole utile, alors que la canne à sucre et la betterave sucrière sont des cultures secondaires, annuelles ou pluriannuelles pour la canne à sucre, qui utilisent 100% d'un hectare. Le prochain slide.
il nous faut comparer le chiffre clé, le taux de sucre exprimé à l'hectare pour chaque plantation. Et vous voyez que le palmier dattier est le premier. Le taux de sucre à l'hectare est de 14,6% pour le palmier dattier sur une base de 200 palmiers par hectare, alors qu'il est de 10,8% pour la betterave et pour la canne à sucre de 11,7%. On est largement supérieur et je vous dis que j'ai pris des chiffres conservateurs. Si je prenais des chiffres d'optimum pour le palmier dattier, nous pourrions arriver très facilement à 18 à 20% de sucre à l'hectare, ce qui est tout simplement énorme. Donc, fondamentalement, nous avons ici les chiffres qui nous montrent que, en réalité, le palmier dattier peut être une très très grande plante industrielle, pourvu que l'on change notre regard sur la façon de l'utiliser. Alors, de l'étude théorique au cas pratique, j'ai comparé la transformation de la biomasse en bioéthanol de la betterave sucrière, de la canne à sucre et des dattes, et vous voyez que pour une tonne de dattes, j'ai 280 litres d'éthanol. Pour une tonne de betterave à sucrière, j'en ai 100 litres. Et pour une tonne de canne à sucre, j'ai 75 litres, ce qui me donne à l'hectare 6300 litres pour le palmier dattier, 7000 litres pour la betterave sucrière et 5500 litres pour la canne à sucre. Mais, encore une fois, pour ce qui concerne la betterave à sucre et la canne à sucre, ce sont des chiffres qui tiennent compte d'un optimum d'efficacité dans la fermentation qu'ils ont, eux, atteint, et que nous n'avons pas atteint. Pour la petite histoire, j'ai utilisé un ferment qui est universel, qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae, pour obtenir une efficacité de la fermentation pour une tonne de dattes de 280 litres. Je suis certain qu'avec Zymomonas mobilis ou d'autres ferments dont on pourrait faire l'ingénierie génétique pour l'adapter au sucre dattier, nous pourrions gagner 15 à 20% d'efficacité dans la fermentation et on pourrait parfaitement arriver à des chiffres de 320 litres à 330 litres d'éthanol à l'hectare, ce qui serait tout simplement exceptionnel. Alors, de tous ces travaux, recherches et puis surtout expérimentation à échelon semi-industriel par batch de 500 kg, je n'ai pas fait ça dans ma cuisine, c'était des batchs de 500 kg faits avec un certain nombre de technologues, d'universités, de centres de recherche dans le monde, hein, au Brésil, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suède et ailleurs. Eh bien, j'ai commencé à me poser des questions sur un modèle de développement différent du modèle que l'on connaît. Alors, vous voyez bien que le Brésil était en déficit en hydrocarbures dans les années 70. Depuis, ils ont trouvé du pétrole au large de Rio, dans les gisements Garupa 1 et Garupa 2. Mais à l'époque, ils avaient un déficit en hydrocarbures et des petits fonctionnaires au niveau du ministère de l'Agriculture ont imaginé le programme qu'ils ont appelé le programme Pro-Alcool. Ils se sont dit, nous avons un déficit en hydrocarbures, on a une biomasse exceptionnelle, c'est la canne à sucre, et on va la transformer en éthanol et on va aller vers la sécurité énergétique. Pour nous, c'est un modèle asymétrique. On a une abondance énergétique. Il faut aller vers la sécurité alimentaire. Comment le faire? Grâce à un modèle original de développement agricole, au Asie, en Algérie. On part de notre déficit agricole. Le professeur Mokouch a indiqué tout à l'heure les 4 grands cultures qui, effectivement, où nous sommes net importateurs, les céréales, le lait, l'huile, les sucres, et qui constituent quasiment l'essentiel de notre balance, de notre déficit agricole. Nous avons une énergie fossile exceptionnelle. L'idée, c'est de transformer le surplus des dattes en bioéthanol à usage de carburant, le lier au secteur hydrocarbures, c'est-à-dire le mélanger dans les carburants classiques, pour aller vers une sécurité alimentaire multi-agro-industrielle dans les oasis, entre les palmiers dattiers. En fait, les palmiers dattiers seront utilisés pour accrocher le secteur agricole au secteur des hydrocarbures. Et parce que le secteur des hydrocarbures est un secteur en croissance de façon mondiale, le secteur agricole profiterait de cette croissance, on augmenterait nos gisements en système oasien, en oasis, de façon extrêmement rapide, ce qui nous permettra et d'augmenter notre sécurité calorifique, puisque pour chaque kilo de date, nous avons 3150 calories, mais ce qui nous permettra aussi, dans des logiques de coplantation, de répondre à nos déficits agricoles, de façon, bien entendu,
avec des approches raisonnées d'agroécologie et de sylviculture qui nous permettront petit à petit de combler notre retard, surtout si on va vers d'autres modèles économiques que j'expliquerai plus tard, basés sur la biomasse. Alors, là, je viens de vous exposer ce qu'on peut faire avec les dates. C'est un des modèles que l'on peut réaliser. Maintenant, je vais vous exposer ce qu'on peut faire avec les biomasses. Parce que le palmidatier, ce n'est pas un simple arbre fruitier, c'est un arbre qui est une herbe en réalité. Hein. Donc, c'est une herbe qui a bien réussi dans la vie, c'est-à-dire qu'en fait, son taux de lignine est faible, et par contre, son taux d'hémicellulose et cellulose est important, et donc on pourrait la considérer comme une immense plante fourragère, sauf qu'elle n'a pas la taille du blé ou de la luzerne, qu'elle fait 10 mètres de haut. Et alors, qu'est-ce que cela nous importe à partir du moment où on en fait une culture à usage fourragère? Quelles seraient les conséquences? Eh bien, je me suis amusé à faire des petits calculs pour un modèle fourrager alternatif en co-synergie entre la feniciculture et le secteur des transformations des dates. Alors, imaginons maintenant qu'on prenne 1 hectare et qu'on y mette le palmier dattier, mais en fourrage. On peut y mettre 800 palmiers, à peu près. 800 palmiers dattiers, et en prenant des chiffres hyper conservateurs, c'est-à-dire au bout de 10 ans, un palmier. Alors, je n'utiliserai que des palmiers mâles, comme ça, au passage, je règle le problème du manque de pollen mâle pour la pollinisation des palmiers femelles. Mais ce n'est pas ce qui nous importe là dans ce modèle. Ce qui nous importe, c'est l'alimentation de bétail pour essayer d'arrêter les importations de céréales qui sont à 70% alimentées par nos besoins en alimentation animale. Eh bien, sur 10 ans, un palmier dattier, j'ai estimé qu'il pesait 500 kg. Alors là, c'est vraiment un chiffre hyper conservateur. En réalité, il pèse plus, mais prenons 500 kg. Chaque année, je récolte par palmier 20 kg de feuilles de palmier, ce qui veut dire qu'en gros, sur 800 palmiers par hectare, j'ai 1,6 tonnes de feuilles. Et sur 10 ans, je récolte en gros donc 800 palmiers fois, ça me fait 400 ça me fait en gros 560 quintaux à l'hectare, grâce au palmier dattier. C'est-à-dire que chaque année, on pourrait récolter, c'est-à-dire, alors, 560 quintaux à l'hectare, à partir du moment où, sur 10 ans, on divise par 10, bien entendu, hein, et on obtiendrait à peu près ce chiffre-là. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on considère le palmier dattier comme une plante fourragère, on pourrait transformer chaque année 560 quintaux par hectare, c'est-à-dire 56 tonnes par hectare par an grâce au palmier dattier. On couperait les palmiers au bout de 10 ans et on replanterait, bien entendu, au bout de 10 ans. Et bien sûr, il faut organiser le tout par cycle, par rotation, dans une plantation qui soit, bien entendu, adaptée à ce type de culture. On aurait là, à ce moment-là, une baisse drastique des importations et libération des terres emblavées du Nord à destination de l'élevage. Les belles terres du nord du pays, une partie d'entre elles sont emblavées pour les animaux, eh bien on les libérerait pour la consommation humaine. On autonomiserait la filière céréalière de ces importations, et donc on aurait là un semblant d'autonomie parce qu'on pourrait répondre à nos besoins en élevage, et puisqu'on répond à nos besoins en élevage, on autonomise aussi la filière du lait. Donc vous voyez que ces intégrations alors si bien entendu on ajoute à cela les transformations des dattes en bioéthanol par exemple, et qu'on utiliserait les produits associés comme les noyaux, comme les fibres ou comme les effluents du bioéthanol, on pourrait à ce moment-là, bien entendu, organiser une synergie entre la vanne industrielle et l'amont agricole, et on pourrait effectivement entrevoir une autonomie du point de vue d'alimentation de bétail. J'estime que la pierre angulaire de la faiblesse de l'agriculture algérienne, c'est justement l'alimentation de bétail. Lorsqu'on règle ce problème-là, on règle à peu près tous les autres problèmes
Bien sûr, on pourrait faire d'autres modèles. Euh, Toujours, lorsqu'on cultive du bioéthanol, c'est lorsqu'on transforme des dattes en carburant, on augmente les gisements en amont. Et bien entendu, non seulement on va pouvoir répondre à l'alimentation de bétail, mais aussi au bois, au papier. Et de nombreux autres secteurs peuvent également être concernés. Je ne vais pas tous les énumérer ici, mais on pourrait travailler sur 4 à 5 filières très facilement. Alors, ce faisant, on pose les fondements d'une filière pétrochimique verte à base de bioéthanol, génératrice d'une production de troisième génération. Les dattes, c'est la première génération. Les dattes transformées en pâte, en sirop, c'est la deuxième génération. Celle-ci, c'est une troisième génération. Mais à partir de l'éthanol, si on devait suivre la logique théorique, par déshydratation, par déshydrogénation ou par oxydation, on pourrait transformer l'éthanol en des tas de produits, en fibres synthétiques, en antigel automobile, en agents tensioactifs, en épuration de gaz, en peinture, en vernis, en textile, en tuyaux, tubes, etc. Les productions de la chimie, en l'occurrence de la chimie verte, à partir du bioéthanol, sont quasiment infinies. Et donc nous aurions là un modèle agrochimique qui serait alternatif à celui de la pétrochimie. Alors, la pétrochimie actuelle, la pétrochimie, ses principales molécules aromatiques sont les suivantes. C'est du benzaldéhyde, des styrènes et de l'acide téréphthalique. Pour nous, pour la chimie verte, ce serait plutôt le furfural. Le palmier dattier contient beaucoup de furfural, en particulier tout le revêtement externe du palmier dattier est très riche en furfural. Et donc, à partir de là, on peut. Le furfural, c'est un liquide pâteux, visqueux, qui peut être utilisé dans des tas de choses, dans l'école, dans les vernis, dans le bâtiment. Il y a des tas d'applications pour le furfural. C'est un produit demandé à l'échelon international et voilà, on pourrait parfaitement imaginer à partir de ces molécules chimiques de base réaliser une agrochimie. Voilà, donc on peut pouvoir faire des polymères et des matériaux furaniques. Alors je passe rapidement pour aller vers un schéma simplifié d'une phénichimie verte à partir des palmiers dattiers. Donc le procédé très, très grossier, c'est les conditions thermomécaniques. C'est des conditionnements thermomécaniques, un défibrage. D'un côté, on aurait les pâtes à carton, les pâtes à papier, et tout type de carton et papier emballage. De l'autre, les sucres dégradés, les lignines, donc les sucres et dérivés du sucre, pour faire des furfurales et des alcools, et les dérivés des lignines pour faire les cols et les résines. J'aurais pu ajouter une flèche si on pouvait utiliser le palmier dattier en bois. On peut faire des matériaux de construction très utiles dans le bâtiment, voire dans l'ameublement. Donc vous voyez que là, nous sommes en présence d'un autre modèle économique qu'on pourrait parfaitement réaliser pourvu qu'on s'applique à des activités technologiques dirigées par une recherche et développement qui s'organise en strates. Il y a d'abord la stratégie technologique, qui est la gestion des palmeraies et des industries de la transformation au milieu du monde arabe. J'ai réfléchi ça pour le monde arabe parce que c'est évident que c'est une alternative. La gestion technologique, c'est un procédé qui m'a été inspiré par l'expérience irakienne et que j'ai largement amélioré par la recherche appliquée. Je suis certain qu'on peut encore l'améliorer. J'ai fait beaucoup de choses, mais il y a des tas de choses qui restent à faire. La gestion de la recherche et développement, ce sont 7 centres de recherche et développement, parmi lesquels une plateforme de transformation des palmiers dattiers, un centre de propagation in vitro du palmier dattier, un centre du génome du palmier dattier, une banque du pollen, un centre du patrimoine génétique du palmier dattier et 2 autres centres, un centre de la formation du palmier dattier qui pourrait permettre de construire une infrastructure de base pour l'ensemble de la filière. La gestion des projets de recherche et développement, c'est l'évaluation experte des nécessités au niveau de la maturité actuelle des systèmes oasiens.
c'est-à-dire qu'en réalité, il faut déterminer ce dont nous avons besoin en priorité aujourd'hui pour s'appliquer à une recherche et développement adapté à nos besoins. Le palmier dattier, c'est donc un grand architecte. Il permet le développement d'un modèle autocentré et répond aux critères minimums de ration calorifique pour les populations algériennes, tout en respectant la biodiversité agricole. Alors, je suis parti sur un petit calcul de 5 millions de tonnes de dattes. Eh bien, nous arrivons alors que la ration calorifique par jour, par homme, c'est environ 2000 calories, eh bien, nous arrivons quand même à produire 615 calories uniquement par la phéniciculture, c'est-à-dire 30% de nos besoins. C'est tout simplement énorme. Ça veut dire qu'en réalité, nous nous assurons une sécurité stratégique alimentaire exceptionnelle. Alors, je vais terminer en disant que la massification des productions de dattes n'implique pas un appauvrissement de la biodiversité, surtout si on prend garde à augmenter le potentiel phénicicole en diversifiant les cultivars. Au contraire, alors que la production mondiale d'aliments est dangereusement basée sur quelques plantations à l'échelon international, dont le blé, le maïs, le riz, la pomme de terre, la canne à sucre, la banane, celles-ci sont toutes sensibles au changement climatique, alors que le palmier dattier l'est beaucoup moins. C'est-à-dire que nous avons là une culture qui a un potentiel mondial, mais qui n'est pas sensible aux variations climatiques. Si on augmente de 2-3 degrés les températures moyennes au niveau mondial, eh bien le palmier dattier continuera à produire, sauf qu'il sera étalé de manière différente, mais c'est une sorte d'assurance vie sur la sécurité alimentaire qu'il faut bien entendu prendre en compte. En plus de ça, le palmier dattier n'est pas exclusif d'autres plantations. Ce n'est pas parce qu'on plante du palmier dattier qu'on ne peut pas planter à côté d'autres plantations, ce qui n'est pas le cas pour les autres productions agricoles. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit 2 livres. Le premier s'appelle Nahoy, le carburant vert qui nourrit le monde. Le second s'appelle La nouvelle économie phénicicole, où ce type d'idée est partagé tout le long de ces 2 livres. Je vous invite à noter mon email, greening-sahara@gmail.com, mon nom, Brahim Zitouni, mon numéro de téléphone 06 58 22 24 06. Ceux qui souhaiteraient avoir accès à mes livres ou même à cette présentation peuvent m'envoyer un email. Je serai ravi de leur envoyer et la présentation de manière électronique et les 2 livres de manière électronique afin que nous puissions partager tous ensemble ce que nous pouvons avoir en commun d'amour pour le palmier dattier. Je vous remercie.